Comment sont collectés, recyclés, réutilisés nos équipements électroniques? C'est le sujet de notre talk avec Bertrand Régnier, directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. C'est une entreprise à but non lucratif qui est investie par l'État d'une mission d'utilité publique visant à prévenir, collecter, dépolluer et valoriser ces déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'ensemble du territoire français. Et puis avec nous également Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, entreprise de l'économie circulaire française, spécialiste de la seconde vie des produits électroniques et de l'allongement de leur durée de vie. Nous avons avec nous en visio Arnaud Guillaume, cofondateur et président de eRecycle, qui est spécialisé dans la reprise, le reconditionnement et la revente d'équipements IT auprès des particuliers et des entreprises françaises. Je vais démarrer avec l'ancien, on va dire, Bertrand Régnier, qui travaille dans le secteur des déchets d'équipements électroniques depuis une vingtaine d'années. Quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui et les avancées que vous avez constatées? Donc bonjour, merci pour l'invitation. Alors en quelques mots, donc ça fait un certain temps que je travaille sur le sujet, mais disons que pour parler plus spécifiquement de ces équipements IT et des équipements électriques et électroniques en sens général, les choses ont démarré dans l'organisation de ces filières de collecte et de recyclage en fin 2006. Donc là, on va être dans une quinzaine d'années. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont plutôt bien démarré, les choses se sont mises en place. Donc déjà, c'est un démarrage un peu tardif, hein, par rapport à l'essor de l'informatique et des produits électroniques. C'est une remarque assez vraie. Il y a une particularité, c'est que quand je parle de filière de recyclage équipements électriques et électroniques, je parle de la mise en œuvre de réglementations. Et que préalable aux réglementations, il y a quand même des initiatives qui avaient été menées préalablement, et notamment les grands acteurs de l'IT avaient développé des actions auprès des entreprises de reprise d'équipements et de recyclage type HP, Dell, Impression, classiquement. Tous ces acteurs-là avaient depuis assez longtemps mis en place des solutions pour les entreprises. Là, quand je parle de démarrage en 2006, je parle de la mise en œuvre d'une filière qui va s'occuper de collecter les déchets auprès des particuliers comme des entreprises, et en particulier on a développé un réseau de collecte au travers des déchetteries, des magasins, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui s'est structuré progressivement et qui a eu quand même une croissance assez rapide, l'air de rien, même si elle démarrait un peu tard, avec au bout de 2 ans finalement l'atteinte des objectifs européens et le développement d'une solution présente et visible pour les particuliers et les entreprises. Maintenant, tout s'est pas fait facilement. Voilà. Bon, alors on va avancer dans le temps avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Donc, je disais que ZAC, c'était une entreprise de l'économie circulaire. Vous êtes un prof d'économie circulaire aussi. C'est un grand mot, c'est gentil, on va dire, un humble intervenant. Bon, quels en sont les grands principes? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que quand on regarde d'une certaine manière, effectivement, le gaspillage des produits électroniques, on est sur 54 millions de tonnes annuelles aujourd'hui, ce qui est absolument considérable. Et on est sur des prévisions qui sont environ de 75 millions en 2030. Donc les choses accélèrent malheureusement. Même si l'Europe est un très bon élève en termes de collecte, par comparaison, on est environ sur, je crois, 42,5% de taux de collecte des produits usagés, quand la moyenne mondiale est plutôt autour de 14,7%. Pour nous, il y a un réel problème qui est qu'effectivement, on parle tout le temps de recyclage directement. Ouais. C'est-à-dire qu'on recycle directement quelque chose qui est déjà un déchet, après potentiellement un premier usage, alors que si on ne parle pas de revalorisation, qu'on ne donne pas de la désirabilité au produit, on va passer son temps tout simplement à continuer d'acheter pour jeter directement, et le taux de collecte ne suivra pas suffisamment, d'autant plus que... Donc ça veut dire quoi concrètement? Le réemploi, la seconde main? Exactement. C'est ça, le circulaire? Au lieu d'avoir directement en fait la notion de déchet, donc aujourd'hui dans l'économie linéaire, qu'est-ce qu'on fait? On achète, donc on produit, on achète, on utilise une fois, on jette, et on tente de recycler, parce qu'il faut savoir... Et on tente de dépolluer. Voilà, c'est beaucoup mieux que moi, c'est pas simple, et on ne recycle jamais 100% évidemment des matières premières d'un produit. L'économie circulaire, au contraire, c'est déjà on fait une éco-conception, on essaie de concevoir le produit dès le début pour qu'il soit réemployable plusieurs fois, pour qu'il soit réparable facilement, qu'on ait les pièces détachées potentiellement après un premier usage. Derrière, il va être vendu, il va être utilisé une première fois. On va potentiellement effectivement le réparer, on va éventuellement le revendre dans la seconde main, et on va maximiser la durée de vie de ce produit pour, d'une certaine manière, amortir. Alors c'est un terme financier, amortir, là je l'utilise
écologiquement parlant, amortir l'impact effectivement qu'il peut avoir sur l'environnement, puisque tout produit qui est conçu l'est à partir de matières premières, et il faut l'amortir l'usage de ces matières premières pour éviter de consommer, ce qui est le cas aujourd'hui, 1,7 planète en fait actuellement de ressources naturelles. Alors Arnaud Guillaume, je disais que e-Recycle était spécialiste du reconditionnement. Quels sont les chiffres aujourd'hui du reconditionnement sur le secteur tech? Alors ils sont assez vastes, enfin, on a pas mal de chiffres sur le côté tech. On sait qu'aujourd'hui, il y a 4 millions de téléphones qui sont effectivement vendus d'occasion ou reconditionnés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et qui en passe d'évoluer par la suite. Moi, ce qui m'interroge, et je vais rebondir par rapport à Pierre-Emmanuel, c'est effectivement, on a 65% des téléphones qui sont renouvelés alors qu'ils fonctionnent encore. Donc, on se retrouve vraiment avec, on jette des produits qui sont encore utilisables. Donc, ça, c'est assez embêtant sur la partie voilà, du numérique responsable. Aujourd'hui, on préfère jeter que de réutiliser. Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir apporter cette valeur de remettre sur le marché parce qu'en fait, chaque personne a une utilisation un peu différente d'un téléphone et on n'a pas besoin d'avoir le dernier cri pour pouvoir téléphoner. Certains se contentent d'une 3G, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est vraiment un point important de pouvoir remettre sur le marché avec des garanties les différents téléphones mobiles qu'on tente de réemployer ou de réparer pour en tout cas leur donner une seconde vie. Il y avait un autre point aussi également très Je vous important. demandais juste quelques chiffres. Est-ce que vous avez l'impression que... Parce que hier, on faisait un talk dans Smartech sur les sites de seconde main qui explosent totalement. Hein, c'est une croissance fulgurante depuis quelques mois. Est-ce que vous le constatez également? Est-ce que la seconde main fonctionne bien sur les appareils électroniques? Alors oui, ça fonctionne énormément. C'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde s'est tourné sur des places de marché qui existent, hein, et on trouve de plus en plus des prix intéressants en achetant reconditionné, avec les garanties, on va dire, du neuf. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une évolution assez importante là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, on avait 10% d'intention d'achat d'un produit reconditionné ou d'occasion. Donc il y avait 10% de la population qui était prêt à acheter. Aujourd'hui, on est à 24%. Donc c'est quand même, on a un gap assez important où on a une conscience, un intérêt des consommateurs à acheter plutôt reconditionné. D'ailleurs, à ce propos, il y a aussi l'État qui met un peu une dynamique, qui impulse un peu ce marché-là, en favorisant en tout cas le marché du réemploi, en impactant et en apportant en tout cas des solutions via notamment la loi AGEC, qui est la loi qui correspond à la loi anti-gaspillage, qui va impulser en tout cas cette dynamique auprès des particuliers, mais également auprès des professionnels. Parce que, par exemple, tout simplement, l'État va prochainement, envisage et s'engage à acheter 20% de leur flotte IT en reconditionné. Donc, vous D'accord, voyez, il y donc a on une passe impulsion qui est faite. de l'intention aux actes. Bertrand Régnier, quels sont ces équipements que l'on peut aujourd'hui dépolluer, réutiliser? Ça ne concerne pas l'ensemble des équipements électroniques que l'on voit dans les déchetteries. Alors, en fait, dans l'absolu, si. En fait, tous Si, les équipements électriques et électroniques, en fait, sont collectés et recyclés. on ne peut pas tout dépolluer. Alors, il y a des enjeux techniques qui font qu'on a des problématiques, mais cependant, si on s'intéresse aux équipements IT, l'essentiel des produits, on sait les recycler, les dépolluer et les valoriser. Je pense aux batteries, par exemple. Alors, justement, sur les batteries, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une extraction des batteries dans le process de traitement. Cette extraction de batterie va permettre d'isoler la batterie et de l'envoyer vers des filières adaptées qui vont recycler ces batteries, soit en France, soit en Europe. Ça, c'est des choses qui existent. Donc, si, on est capable d'extraire les polluants et d'extraire les matières pour les recycler. Cependant, quand même de réserve à ça, la première chose, il faut que le geste de tri soit correctement fait. C'est-à-dire que ça ne se fait pas naturellement. Les éco-organismes, d'ailleurs, sont là parce qu'ils injectent de l'argent dans le dispositif et ils permettent au dispositif de financer ces surcoûts de dépollution et d'aller chercher ce recyclage maximal. Comme le disait Zach à l'instant, la problématique dans le recyclage, c'est que on n'arrivera pas à tout recycler.
Et donc on développe et on doit injecter de l'argent et faire des travaux pour développer le recyclage, notamment le recyclage des plastiques, notamment le fait de ne pas perdre les matériaux précieux et rares qui se retrouvent dans les cartes électroniques. Mais il existe des solutions Qu'est-ce techniques. qu'on en fait? Parce que quand on parle de recyclage, on se dit, bon, alors nous, derrière, il y a des utilisations, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, si on prend un ordinateur, vous dites que vous travaillez notamment avec HP, avec Dell, on prend un PC HP ou une imprimante. Qu'est-ce que ça devient concrètement? Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais parler que de recyclage, hein, je laisse Ouais. le sujet de réutilisation et réemploi par ailleurs. Au niveau du recyclage, on va collecter ces produits, on va les amener dans des centres de traitement dédiés. Ces centres de traitement dédiés vont intervenir sur le produit soit de point de vue manuel, soit du point de vue mécanique. D'un point de vue manuel, vous allez ouvrir les appareils. Si on prend une imprimante, on va extraire les cartouches. Si on prend un ordinateur, on va extraire les piles et les accumulateurs. Puis, en règle générale, soit on va jusqu'à la fin du démantèlement manuel et on va séparer les métaux ferreux, les métaux non ferreux d'un côté, les plastiques, les cartes électroniques, les câbles et d'autres produits comme ça. Soit on va passer dans des appareils mécaniques qui sont des broyeurs. Et ces broyeurs, en fait, on va réduire le produit en petites fractions et séparer automatiquement ces fractions et constituer des sous-ensembles de fractions qu'on va adresser vers des installations dédiées qui, elles, vont affiner finalement ces matières. Vous allez avoir les métaux ferreux. Les métaux ferreux, classiquement, c'est des circuits assez courts. On va réinjecter ces métaux dans les aciéries électriques, et on va utiliser ces métaux comme des ressources secondaires pour l'économie locale, c'est assez local en fait. Voilà. Il y a un peu de marché d'export sur les métaux ferreux pour la proximité Turquie, Afrique du Nord, mais c'est assez faible. Après, on a les métaux non ferreux. Là, les métaux non ferreux, c'est plus compliqué. Il y en a plus. Il y a plus de valeur. Il y a aussi les métaux précieux dedans. Ça, on va envoyer ça vers des affineurs qui vont recycler l'aluminium, le cuivre, pareil, pour le réinjecter dans l'industrie. Les produits sont plus ou moins poussés en fonction finalement du débouché qu'il y a derrière en termes d'utilisation. Mais du cuivre, on en a besoin. Il en manque même. On en consomme plus qu'on en produit, donc le recyclage est important. Là, vous allez en récupérer un peu du cuivre. On a toutes les connexions ADSL qui vont être débranchées prochainement. Le câble était un grand fournisseur de cuivre, en effet. Et la dernière chose, c'est le plastique. Alors, le plastique, c'est plus compliqué parce que vous avez une problématique de pollution dans les plastiques, parce qu'il y a des retardataires bromés qui ont un impact sérieux potentiel sur la santé, ce qu'on appelle les POP, les petits polluants persistants organiques. Et ça, il va falloir donc trier ces matières, les isoler, les traiter de manière correcte pour sécuriser le polluant, et après recycler la matière plastique. Et comme ça, c'est pareil, c'est complexe. Il y a plusieurs matières. On a des taux qui sont pas mauvais, mais sur lesquels il y a des gros travaux pour améliorer les choses. Et là, pour l'instant, on est quand même sur une matière plastique sur laquelle il y a des enjeux de déboucher et de trouver des gens pour l'acheter. C'est compliqué, c'est comparable et en compétition avec le vierge. Là, on rejoint un sujet entre le neuf et l'occasion. Et donc, on doit investir, travailler avec les acteurs, travailler avec les producteurs aussi pour qu'ils puissent réintégrer ces matières. Mais là, le chemin est encore long. Le constat actuel, c'est quoi? C'est catastrophique selon vous aujourd'hui parce qu'on voit qu'effectivement, on sait recycler une fois qu'on a l'appareil entre les mains, mais sur la collecte. Alors moi je suis très optimiste, donc je dirais pas du tout que c'est catastrophique. Déjà, encore une fois, l'Europe est effectivement assez leader sur ce sujet. Ouais. En plus, on voit avec le Green Deal de la Commission européenne, il y a une vraie volonté politique d'aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à travers des grands appels à projets qui brassent des millions d'euros pour développer, comme le disait mon collègue, la recherche dans le plastique, la recherche dans le recyclage. Donc aucun catastrophisme. Nous, on a juste... Quand je vois le chiffre de seulement 2% de collecte des équipements électriques et électroniques non utilisés en France... Ceux qui sont réemployables. Et c'est là tout le débat que je vais avoir maintenant, c'est qu'en fait, pour moi, on passe beaucoup trop rapidement de ce qu'on appelle du coup un équipement électronique, donc un EEE, à un déchet, c'est après un premier usage. Nous, notre combat, mais qui a énormément de barrières, que ce soit consommateur, industriel, réglementaire, c'est de dire on va tout faire pour réemployer et revaloriser le produit avant de le recycler. Concrètement, il y a 3 secondes de vie qu'on privilégie avant.
un des piliers de l'économie circulaire qui est évidemment la réparation, qui crée de l'emploi sur le territoire, qui crée de l'activité économique. S'il y a réparation, il y a un transfert d'argent, il y a de la TVA, etc. Le deuxième pilier va être la revente, tout simplement. Il y a une circulaire de l'Union européenne qui dit que pour éviter qu'un objet soit directement considéré comme un D3E, il y a un paramètre qui est que voir s'il y a encore une valeur économique. C'est pas la seule, il y a plein de sujets réglementaires évidemment. On considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup de produits qui partent directement à la décharge, alors qu'il est très facile de prouver qu'ils ont une valeur économique. Donc nous, on essaye d'irriguer un réseau d'industriels français qui reconditionne et va revendre ensuite sur les marchés de seconde main. Une troisième seconde vie, c'est le don aux associations, qui peut poser un problème d'image de marque à certains producteurs. Évidemment, on n'a pas envie de donner un produit qu'on vend 2000 € à une asso, mais c'est un réemploi direct, c'est pas un gâchis. Évidemment, ça permet d'épargner de nombreuses ressources naturelles. Mais on en parlera peut-être après. Il faut absolument respecter le droit du consommateur qui le protège, puisqu'on ne veut pas qu'un produit électronique nous éclate à la figure parce qu'il a été reconditionné trop rapidement. Et tout l'enjeu est de bien encadrer cette filière, de bien la cadrer, mais en même temps de la faire exploser au maximum en créant plein d'industries en France pour réparer, reconditionner, et sur beaucoup plus de produits que concrètement les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, qui sont un peu aujourd'hui les 3 produits phares du reconditionnement. Donc là, c'est un problème réglementaire que vous soulevez finalement. C'est un problème réglementaire, un problème un peu entrepreneurial aussi. Il faut que on se bouge pour créer plein d'entreprises. Que l'économie circulaire soit plus importante en France. Voilà, il faut former. Nous, on a un projet aussi de créer effectivement des modules de formation. Vous disiez que j'étais intervenant. J'ai envie qu'on forme le maximum à la fois de personnes pour créer de nouvelles entreprises, mais aussi, comme le disait Bertrand, de transformer des process existants, par exemple chez les producteurs actuels, qui, alors Tim Cook s'est engagé à créer des iPhones uniquement à partir de matières recyclables à 2050. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est un exemple. On peut transformer des chaînes de valeur existantes et puis créer plein de nouvelles entreprises. Nous, on a des exemples assez sympas où, par exemple, on a revendu pour un grand compte des terminaux de paiement bancaire qui ont été en fait rachetés par un industriel qui les a reconditionnés et revendus à un ensemble de commerçants qui n'avaient pas besoin du dernier terminal de paiement bancaire au dernier cri, alors que ça partait à la poubelle. Il y a plein d'exemples comme ça, au-delà des produits un peu phares aujourd'hui de l'économie circulaire très classique. Alors, on va rebondir avec Arnaud Guillaume sur le reconditionnement. Vous avez employé le mot de réparation. Il y a un indice de réparabilité maintenant qui s'applique. Et ça va grandement faciliter, accélérer votre activité ? Exactement. Alors, je ne sais pas si ça va accélérer notre activité, mais ça, en tout cas, on va faire prendre conscience, en tout cas, aux consommateurs, comme quoi le téléphone est réparable ou non. Donc, par rapport à son achat, il va pouvoir voir potentiellement peut-être la durée de vie de son téléphone ou voir s'il est possible de le réparer. Donc cette conscience, en fait, ça va aussi impliquer les différents fabricants de mettre la main sur ce côté, on va dire, réemploi, mais surtout facilité de réparation. Et donc, on va allonger directement la durée de vie. On prend conscience de ces informations-là. Donc, pour moi, c'est assez important. C'est un premier pas. Bon, l'indice de réparabilité n'est pas parfait, hein, mais globalement, on en parle. L'objectif, c'est de donner une seconde vie, de montrer qu'on peut pouvoir, par exemple, changer facilement sa batterie. C'est un des éléments les plus perturbants lorsqu'on achète un téléphone. Donc, voilà, ça met une petite pression aux fabricants et ça permet aussi de remonter un sujet qui est très important. C'est aujourd'hui l'accès aux pièces détachées est très difficile. Alors, je parle notamment par exemple du cas Apple, où même si on peut être agréé ou des choses comme ça, il est très difficile de se sourcer en tout cas en pièces d'origine Apple. Pourquoi alors ça que, pardon ? Pourquoi est-ce difficile de trouver des pièces détachées ? Parce que Apple, ils sont très cadrés sur leur système, etc., ils ne veulent pas forcément diffuser leurs pièces détachées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ont une obligation légale de les garder au moins 5 ans aujourd'hui. Ça rentre dans le système d'indice de réparabilité. Mais nous, par exemple, on est acteur de la réparation, parce qu'on répare les téléphones pour les réemployer. Donc, on n'est pas sur le côté déchets, mais comme disait Pierre-Emmanuel, on est vraiment sur la partie réemploi et revalorisation des produits qui sont encore fonctionnels et qui ont de la valeur. Et c'est vrai qu'on n'a pas accès. Pourtant, on est spécialisé et voilà, on est vraiment dans le domaine. On n'a pas accès aux pièces détachées d'origine Apple. Il faut avoir des certifications, il faut pouvoir avoir un magasin physique, etc. Alors que nous, on est vraiment un acteur un peu non physique. On propose des services pour pouvoir valoriser ces produits. Et donc, contrairement à Samsung qui effectivement propose des pièces, mais à des prix assez importants, donc ça bloque aussi, je pense que l'avenir, ça serait aussi de pouvoir permettre aux différents particuliers ou aux professionnels d'accéder à un catalogue de pièces directement à partir
comment dire, du fabricant. Le fabricant devrait avoir une logique de mise à disposition facile des pièces, comme si on devait acheter un téléphone portable. Donc on aurait, je ne sais pas, dans la section de leur e-commerce, smartphone, tablette et pièces détachées. Moi, ça me paraîtrait plus intéressant d'avoir cet impact-là et de faire jouer aussi cette partie réparation et de le mettre un peu plus en avant. Alors je pense qu'effectivement, côté business, eux, le fait de réparer un téléphone, ça veut dire qu'on n'achète pas un nouveau téléphone. Donc indéniablement, ça peut faire baisser leur chiffre d'affaires, mais je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait pousser pour impacter encore un peu plus cette partie réemploi. Bertrand Régnier, vous travaillez avec ces grands fabricants, hein, je le disais, qui vous permettent de faciliter la collecte auprès des entreprises notamment. Est-ce que vous discutez avec eux sur ces questions d'indice de réparabilité, d'obsolescence programmée peut-être? Est-ce qu'il y a un travail qui progresse sur le réemploi, la réutilisation, la réparation des appareils? Alors, en fait, dans les discussions régulières qu'on a avec nos adhérents metteurs sur le marché, producteurs, il y a tout un travail autour de la question de l'éco-conception et de l'amélioration de l'impact de vie des produits. Donc, quand on parle d'éco-conception, il faut savoir qu'on parle d'un ensemble assez large d'actions et sur lequel on parle de l'impact du produit au sens large. Une grosse part de l'impact est la fabrication du produit dans ces équipements et leur utilisation. Donc, les fabricants eux-mêmes travaillent sur l'amélioration de ces procédés et travaillent sur les questions de démontabilité, de réparabilité et de recyclage. Bon, on arrive vraiment tout à la fin. Dites-moi juste si... Alors, donc, dans le cadre de nos missions à venir et dans le cadre de transformation de nos métiers, on va travailler de plus en plus sur ces questions de prévention et de réparation et de réparabilité, donc de réemploi et autres. Donc, c'est des sujets qui sont très actuels et qui sont lancés. Bon, beaucoup de sujets sur la table pour cette journée internationale du recyclage. Merci beaucoup à Bertrand Régnier, donc directeur des relations techniques et institutionnelles de l'éco-organisme écologique. Merci à Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, pour sa promotion sur l'économie circulaire française. Et merci à Arnaud Guillaume, cofondateur et président de e-Recycled, pour son éclairage sur le reconditionnement. Juste après la pause, on retrouve notre gentleman numérique et on va parler de cet échec qui peut être une vertu.